Donc voilà la deuxième partie de ce chapitre 9 qui traite de la catalyse. Alors je réalise une vidéo propre pour la catalyse parce que c'est une notion qui mérite d'être développée un petit peu plus que pendant les dernières minutes du chapitre précédent. Donc je vais dans un premier temps définir ce que c'est que le catalyseur et surtout m'aider d'un certain nombre de vidéos que j'ai retrouvées sur YouTube qui vont vous permettre de comprendre ce que c'est qu'un catalyseur et comment agit un catalyseur. Alors la première définition de la catalyse, c'est une substance qui va pouvoir modifier la vitesse d'une réaction, mais sans jamais apparaître dans le bilan de cette réaction. Alors l'exemple que je vous cite sous le petit 4.1, c'est une expérience qui traite des ions tartrate qui réagissent avec l'eau oxygénée. Je vais donc tout de suite vous illustrer ça avec une petite vidéo. Donc sur cette vidéo, nous voyons ici la solution d'eau oxygénée, ici la solution d'ion tartrate. On dispose de deux choses, d'un système ici de chauffage qui va nous permettre d'augmenter la température du milieu réactionnel. Et ici, vous avez dans ce tube ASS qui va faire ce qui s'appelle un catalyseur, constituant en l'occurrence du ion cobalt CO2+. Donc, on mélange les réactifs, c'est-à-dire les tartrates, qu'on appelle celles de Sagnetti, avec l'eau oxygénée. On se rend compte que sur une durée de quelques secondes, il ne se passe rien. On n'est pas plus étonné que ça, puisque de toute façon, on est en train de parler de transformation rapide et de transformation lente. Donc, visiblement, cette décomposition est une réaction lente. Alors, face à ce constat, on a plusieurs possibilités. La première est de chauffer. Donc, on met le système sur un petit réchaud, de manière à augmenter la température des réactifs. La température étant un facteur cinétique, on va donc avoir une vitesse qui va augmenter. Si cette vitesse augmente sans que ce soit visible, c'est simplement qu'on a réussi à l'augmenter dans des proportions insuffisantes pour qu'on arrive à observer quelque chose. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On a toujours notre système, on va ajouter du chlorure de cobalt. C'est donc ce qui se trouve dans cette éprouvette graduée, c'est-à-dire ces l'ion CO2+. On mélange le chlorure de cobalt, la solution est rose. Et vous avez, à côté du bécher, un chronomètre qui tourne et qui vous montre un petit peu l'évolution des choses. Première chose, l'évolution n'est pas instantanée. On se rend compte, alors on fait dérouler le temps un petit peu plus vite, que la solution rose devient un petit peu verdâtre. Ce changement de couleur s'accompagne d'un important dégagement gazeux. La couleur verte est due aux ions cobalt, non plus 2, mais 3. La solution maintenant est vraiment verte et le dégagement gazeux, qui était important, commence à diminuer en intensité en même temps que la solution redevient rose. Et donc on se retrouve en fin de transformation avec une réaction d'oxydation des ions tartrate par l'oxygéné qui a été catalysée par les ions cobalt et qui nous a permis d'augmenter la vitesse de la réaction sans apparaître dans le bilan. Les ions cobalt étaient roses au départ, la solution est devenue verte et est redevenue rose, donc on peut imaginer, ce qui est la réalité, que ces ions cobalt sont dans le même état et dans la même quantité qu'au départ. La seule chose qu'ils ont permis, et ça s'est très bien matérialisé par la couleur verte, qui a été la couleur de la solution à un moment, c'est que ce catalyseur nous a permis d'emprunter un chemin réactionnel favorable, qui a permis à la réaction de se dérouler plus favorablement et donc plus vite que s'il n'était pas présent. Donc, si je vous détaille très légèrement le bilan réactionnel, dans un premier temps, les ions cobalt CO2+ donnent des ions cobalt 3+. Ces ions cobalt 3+ vont réagir de manière à régénérer des ions cobalt 2+. Ce qui veut donc dire que, au cours de la transformation, les ions cobalt se sont transformés, mais régénérés en fin de réaction. Ce qui est donc exactement la définition d'une réaction catalysée. Une substance l'accélère sans intervenir dans le bilan. Donc ça, c'était la première partie de la définition. Deuxième partie importante, c'est que le catalyseur a une certaine sélectivité. Qu'est-ce que la sélectivité d'un catalyseur? C'est le fait que, selon le catalyseur, à partir du même réactif, on peut obtenir des produits différents. Par exemple, si on fait passer des vapeurs d'éthanol
C2H5OH sur du cuivre, on va obtenir une déshydrogénation, c'est-à-dire qu'on va enlever une molécule de dihydrogène de la molécule d'éthanol de manière à obtenir un aldéhyde, alors que si on fait passer cette même molécule d'éthanol sur de l'oxyde d'aluminium, de l'alumine, Al2O3, cette fois-ci, on aura une déshydratation, c'est-à-dire qu'on obtiendra C2H4, qui est l'éthène, c'est-à-dire un alcène. À partir de ces définitions, on va expliquer, détailler plutôt les trois types de catalyseurs qui existent. Vous les avez notés ici en rouge. Il y a une catalyseur que l'on dit homogène, facile à comprendre, c'est lorsque catalyseur et réactif sont dans le même état physique. En clair, la catalyse homogène a très souvent lieu en solution, et donc le catalyseur est un ion ou une espèce en solution dans le même solvant que les réactifs. La catalyse hétérogène, elle constitue deux phases distinctes, le catalyseur dans une phase et les réactifs dans l'autre phase, ce qui justifie le terme hétérogène. Et une catalyse un petit peu particulière, qui est la catalyse enzymatique, où l'enzyme, c'est-à-dire une protéine, va catalyser la réaction. Cette enzyme est présente, peut être présente en phase homogène ou en phase hétérogène. Donc là aussi, une petite vidéo pour illustrer l'ensemble. Alors sur cette vidéo, on a 4 béchers qui contiennent tous les 4 de l'eau oxygénée, H2O2. Cette eau oxygénée va se décomposer selon le bilan suivant. H2O2 donne H2O plus 1,5 TO2. Et le dégagement de dioxygène se traduira par l'apparition de petites bulles dans la solution. Donc tant qu'on n'a pas de bulles, la réaction de décomposition ne se fait pas à une vitesse suffisante pour qu'on voit apparaître le dioxygène en grosse quantité sous forme de bulles. Donc les 4 béchers, je vais les détailler. Dans le premier, on a simplement de l'oxygéné. Dans le deuxième, de l'oxygéné avec un petit fil métallique qui est du platine. Le platine est un catalyseur. Le platine est solide alors que la solution est liquide. Donc on a ici potentiellement une catalyse hétérogène. Dans le bécher d'à côté, on a rajouté des ions Fe2+, avec l'eau oxygénée. Les ions Fe2+ étant des catalyseurs, on a cette fois-ci une catalyse homogène. Et dans le dernier cas, on a mis un petit peu de mie de pain, c'est-à-dire une substance, que ce soit de la mie de pain ou de la viande par exemple, qui contiennent des protéines. Et ces protéines vont réaliser une catalyse potentiellement enzymatique. Donc si je déroule, je laisse la vidéo se dérouler, donc effectivement dans le premier bécher il ne se passe rien. On a beau chercher, on ne voit pas l'apparition de petites bulles de dioxygène qui correspondraient à la décomposition de l'eau oxygénée. Dans le bécher qui contient le fil de platine, on peut voir sur le fil apparition de petites bulles, catalyse hétérogène. Là, on a des bulles qui apparaissent dans tout le liquide, catalyse hétérogène. C'est une catalyse efficace puisqu'il y a beaucoup de bulles. Et dans le dernier bécher, on a au niveau de la mie de pain apparition de quantité de bulles. Donc là aussi une catalyse efficace puisque l'eau oxygénée se décompose donc en eau et en dioxygène. Donc les trois catalyses étaient beaucoup plus efficaces en termes de réaction que la réaction non catalysée. Dans le cas de ces catalyseurs, ils ont tous une caractéristique commune, c'est de ne pas intervenir dans le bilan final de la réaction. La conclusion qui s'impose maintenant à la suite de cette petite partie sur la catalyse, c'est d'expliquer à l'aide de ce petit schéma l'intérêt de la catalyse. Donc ce petit schéma représente l'énergie libérée ou l'énergie nécessaire à la réaction en fonction du temps. Les niveaux énergétiques sont tels que plus l'ordonnée est importante, plus l'énergie est importante. Le bilan pour une réaction spontanée, c'est de voir que entre les réactifs et les produits, il y a une énergie nette dégagée par la réaction. Le gros problème, c'est que cette énergie, pour être récupérée et donc pour se dégager, doit franchir ce qu'on appelle une énergie d'activation, c'est-à-dire une espèce de seuil. Il faut monter un petit peu sur cette courbe d'énergie pour descendre bien plus bas. Et donc ce qui est important, c'est de fournir l'énergie qui permet au réactif de passer ce sommet d'énergie. Dans le cas d'une réaction non catalysée, c'est tout simplement que l'énergie d'activation est beaucoup plus importante que dans le cas d'une réaction catalysée. Et donc le fait d'apporter un catalyseur diminue l'énergie d'activation, permet et facilite à la réaction et lui permet de se dérouler de manière beaucoup plus rapide. Et donc au bout du compte, le catalyseur
comme la température, comme la concentration des réactifs, comme la surface des réactifs, est un facteur cinétique. Et voilà donc terminé cette vidéo sur la deuxième partie du chapitre 9, transformation lente et rapide, ainsi que catalyse.